Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce 4e épisode de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Vous êtes toujours plus nombreux à relayer nos différents podcasts, que ce soit FC Corner, que ce soit Bola Latina, Efrika ou Culture Soccer, et à nous donner des retours positifs. Et nous vous en remercions. C'est un gros morceau qui vous attend au programme de cet épisode. En effet, toute la Dream Team asiatique de Lucarne Opposé s'est réunie pour décrypter avec vous la zone Est de la Ligue des Champions d'Asie, dont la phase de poule débutera lundi 12 février. Mais avant cela, je vous propose de vous ouvrir l'appétit tout en douceur avec les petites brèves de la balle orientale. On démarre avec un update de notre dernier sujet en date dans l'AFC Corner, dont vous vous souvenez parfaitement, car vous l'avez sagement écouté, n'est-ce pas ? Enfin bref, en réponse au cas Bakambu, donc, dont le nouveau club, le Beijing Guoan, esquivait les fortes taxes sur les transferts de joueurs étrangers grâce au règlement de la clause libératoire par le joueur lui-même, la CFA a tranché. Le club sera bel et bien imposé au montant versé lors du transfert, que celui-ci ait été payé par le club, comme c'était déjà le cas avant, ou par le joueur, comme c'est le cas pour Bakambu. L'institution chinoise a d'ailleurs ajouté au sujet des joueurs étant prêtés plusieurs années en attendant que le club complète l'entièreté du transfert, que la taxe serait calculée sur la somme des frais du prêt et de celle du transfert final. Voilà. Et puis si un club tente de contourner le système à nouveau, il y aura suppression de points. Et voilà. Et puis s'il y en a un qui râle, c'est pareil, et puis il prendra une taloche pour sa peine. Et en A-League, devinez quoi ? Eh bien le Ciné FC fait toujours course en tête, et oui, c'est la même rengaine à chaque épisode. Les hommes de Graham Arnold devancent le Newcastle Jets de 9 bons points. Derrière, tandis que Melbourne City suit son petit bonhomme de chemin à la 3e place, son rival Melbourne Victory enchaîne un 3e revers consécutif et cède sa place à Adélaïde, qui a pourtant un match de retard. La dernière place qualificative revient au Brisbane Roar de nos petits Frenchies Farid et Eric, grâce à une meilleure différence de but que le Western Sydney Wanderers. Ce dernier compte tout de même 2 matchs de retard, précisons-le. Après avoir battu la Moldavie et concédé le nul contre la Jamaïque, la Corée du Sud a bouclé son stage en Turquie par une victoire contre la Lettonie grâce à un but de Kim Shin-wook à la 33e minute. Un stage effectué, on le rappelle, sans le contingent coréen évoluant pour les championnats européens, celui-ci ayant été réalisé en dehors des fenêtres internationales officielles de la FIFA. Des absences dont sort gagnant Kim Shin-wook, justement, largement mise en lumière en étant décisive lors de chacune des 3 rencontres. 3 matchs pour 4 buts sur les 4 buts inscrits au total par son équipe. Ça, c'est du bon boulot. Du côté de l'Iran, à cette journée du terme, Persepolis possède toujours 16 énormes longueurs d'avance sur son dauphin, le Zob Ahan, qui s'est incliné cette semaine face au Saipa. Autant vous dire que le sacre du club de Téhéran n'est plus qu'une question d'1 ou 2 journées. Second volet et un rebondissement qui fait grincer des dents chez les Perses justement au sujet de l'accueil des clubs saoudiens par Esteghlal et le Tractor Sazi pour le compte de la Ligue des Champions. Les Saoudiens, refusant de se déplacer en Iran pour des raisons diplomatiques, outrepassant au passage leur règlement en toute impunité, les Iraniens avaient proposé de jouer les rencontres concernées à Doha, au Qatar. Une requête refusée par l'AFC qui a désigné Muscat en Oman comme hôte de ses patates chaudes. Pourquoi ? Eh bien c'est ce que se demande la fédération iranienne et les journalistes perses qui ont adressé des lettres ouvertes à l'organisation continentale pour en connaître la raison et fustiger par là même son manque de transparence. Ça sent la poudre dans la zone ouest. Eh bien puisqu'on en parle d'ailleurs, chose promise, chose due, décryptons ensemble la zone est de cette Ligue des Champions 2018. Et c'est parti donc pour ce grand débrief spécial Ligue des Champions asiatique avec notre... là du coup on a réuni la Dream Team
de la FC Corner, la Dream Team de l'Asie sur lucarne opposée. Et ben écoutez, on va faire dans l'ordre alphabétique, en commençant donc par Antoine Blanchet-Quérin, spécialiste de l'Australie. Comment vas-tu, Antoine? Salut, ça va? Ça va très bien avec toi. On fera Ça un va. point météo parce que c'est le running gag. On fera un point météo, mais à la fin, tous les trois ensemble. Oui, on verra quel temps il fait chez vous, quel temps il fait chez moi. En Australie ou en France? En France, chez vous. Il faut pas décevoir nos auditeurs. Voilà, je fais toujours le point météo, donc voilà. Du coup, après le B, nous avons un L, logiquement. Sébastien Lucas. Comment vas-tu, Sébastien, pour la Chine? Et bonjour tout le monde, ça va. On se prépare doucement pour la Champions League. Bah, et vous vous préparez, ça se prépare même très costaud du côté des Chinois avec des recrues, enfin du renforcement, hein, ma foi, il y a eu des belles choses. Et on va terminer avec notre Baptiste national, M comme Montréal du coup, et qui lui arrive à jongler surtout la Corée, mais un peu de Japon. Comment vas-tu, Baptiste? Salut, ça va et toi? Ça va très bien. Ça va très bien. Écoute, et voilà, je l'ai promis à nos auditrices et auditeurs, petit point météo. Voilà, nous sommes au moment où on enregistre à quelques jours de carnaval. Et ici, à Belo Horizonte au Brésil, il fait chaud. Voilà. Et vous, comment il fait chez vous? C'est Bah plutôt écoute, pas mal. sur Perpignan, froid, vent, pas de neige, tout va bien. Et à Paris, Baptiste? Ah bah à Paris, bah, je pense que tout le monde a vu, hein, nous on était sous la neige. Moi personnellement ça me fait rire et j'aime ça. Donc après ceux qui sont bloqués dans les voitures c'est moins drôle mais moi j'adore. Et toi, c'est la Bretagne, Antoine, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, nous, on va pas appeler ça de la neige, mais on va rester sur un bon petit froid, un bon hiver. Ça marche. Bon, et ben comme d'habitude, vous le savez, on n'est pas là pour parler météo, même si on a fait notre point habituel. On est là pour parler football et en l'occurrence, on est là pour parler de la Ligue des Champions Asiatiques 2018 qui reprendra ses droits la semaine prochaine. Ma foi, alors on enregistre pour le match le 12 ou le 13, je n'ai plus le calendrier sous les yeux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va détailler. Alors voilà, premier point, on va surtout s'occuper de la zone Est, car comme pour vous le rappeler si vous aviez oublié, la Ligue des Champions d'Asie est divisée en deux zones. La zone Est, qui comprend les pays d'Asie, de l'Est, hein, ma foi, Japon, Chine, Corée, Thaïlande, etc. Et la zone de l'Ouest, avec les pays du Golfe, les pays orientaux, les pays d'Asie centrale également. Donc nous avons des Iraniens, Qataris, Saoudiens, Ouzbeks, etc., etc. Il se trouve que le domaine d'expertise sur l'Asie de lucarne opposée est plutôt à l'Est, donc on va se concentrer sur l'Est pour ne pas dire de bêtises sur l'Ouest. Tout simplement, c'est pas par négligence, c'est plutôt pour éviter de raconter des balivernes. Mais avant de commencer sur cette zone Est et de faire donc groupe par groupe, moi j'avais une question que je vais plutôt diriger vers Baptiste puisqu'il s'agit d'un club japonais. Le tenant du titre, Urawa Red Diamonds, est absent de cette compétition. L'année dernière, le tenant du titre était absent également, si je me trompe pas. Et tu vas nous rappeler pourquoi d'ailleurs, parce que je l'ai oublié. Mais cette année, pourquoi Urawa est-il absent? Bah simplement parce qu'ils se sont pas qualifiés avec leur championnat. Ils ont fini 7e en J-League, donc le championnat du Japon, ce qui ne leur permettait pas donc de se qualifier directement pour la Ligue des Champions, et ils n'ont pas gagné la Coupe de l'Empereur qui était donc remportée par le Cerezo Osaka, donc ils ne se sont pas non plus qualifiés par ce biais-là. Et en ACL, donc l'Asian Champions League, il y a pas le gagnant n'est pas automatiquement qualifié, un peu comme en Europe, hein, le gagnant n'est pas tout de suite qualifié pour l'édition suivante. Donc ça va faire 2 années de suite où le tenant du titre ne pourra pas le défendre. Et l'année dernière, tu peux nous rappeler pourquoi c'était Kashima John Antlers, Book. je crois. John Book. C'était John Books, pardon. Oui, Kashima Antlers était allé aux mondiaux pour remplacer John Books. Non, pas du tout. Ah non, c'est parce que c'était au Japon, pardon. C'était au Japon. Excuse-moi. C'est Je les ça, ai en tête Kashima parce qu'ils étaient allés en finale contre le Real et qu'ils avaient fait un très beau match. Ils étaient champions Et en effet, du Japon, ils étaient qualifiés d'office. c'est ça, c'était bien Jeon Books, t'as raison. Et donc Jeon Books l'année dernière, il me semble, avait eu des problèmes, des suspicions de corruption. C'est ça. Ils ont été en 2013. Enfin, un de leurs scouts aurait acheté des matchs, etc. Donc il y a eu une enquête de la K-League qui a conclu que oui, ce scout avait acheté des arbitres, mais que ça n'avait pas forcément profité à John Book. Mais comme il y avait eu l'action, une sanction. Et le règlement de la CL fait que si toute équipe qui est suspectée de corruption
dans son propre championnat, ne peut pas participer à l'Asian Champions League l'année qui suit cette sanction. Et ça avait été fait, d'ailleurs, Antoine pourra le confirmer, mais ça avait au début, l'AFC, oui, c'est ça, l'AFC n'avait pas sanctionné John Book. Et c'est après le tirage au sort, c'est Adélaïde, qui était donc tombé dans le groupe de John Book, qui avait fait une réclamation. Et l'AFC avait revu son jugement et avait décidé d'exclure John Book. Voilà, donc ils n'ont pas pu défendre leur titre à cause de ça. Et c'est pour ça qu'on en veut un petit peu aux Australiens. On ne commence pas la guéguerre. Le podcast vient seulement de démarrer. On va rester sur des bases fair play et pacifiques. Et on va commencer du coup par les groupes. Enfin, en tout cas, donc voilà, l'Urawa Red Diamonds, le champion en titre, qui est absent pour des raisons sportives cette fois-ci, contrairement à Jeonbuk l'an passé. Moi, je vous propose, messieurs, de commencer par ceux qui, vous êtes plus experts sur cette région du monde que moi, mais je commence, mine de rien, avec les podcasts à m'y être intéressé, à avoir un avis, et j'ai envie de commencer par le groupe H, qui me semble, à mes yeux, le plus équilibré et le plus relevé. Le groupe H qui est composé du Shanghai Shenhua, des Kashima Antlers, du Suwon Samsung Blue Wings et du Sydney FC. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que ce soit un peu le groupe le plus relevé? Ouais, le plus relevé, oui, on va dire oui, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une équipe faible par rapport aux autres. Je pense qu'elles sont toutes à peu près dans le même lot, quoique moi je mettrais Kashima au-dessus des autres. Parce que Kashima est quand même actuellement au Japon une des meilleures équipes sur ces dernières années. Et donc je pense que cette année ils ne vont pas déroger à la règle. Ils n'ont pas vraiment perdu d'éléments très importants dans leur équipe. Donc ouais, globalement, je pense que ça a un niveau homogène par rapport aux autres groupes. Ouais. Et toi, Baptiste, Sydney, parce que l'année dernière, donc les Australiens... C'est moi, va pas m'appeler un Australien. Antoine, l'année dernière, les Australiens avaient un peu patiné dans la semoule, mais cette année, le Sydney, enfin surtout au regard des performances en championnat, le Sydney FC est vraiment en forme. Donc on peut estimer que cette année, voilà, c'est une belle équipe dans un beau groupe. Oui, ouais, on peut dire ça. Sydney est vraiment au top de son niveau. Ils ont un trio d'attaquants incroyable avec Bobo, Ninkovic et Adrian Mierzewski. Mais après, il faut dire aussi que l'année dernière, Sydney FC, ils ont terminé premier de leur groupe devant Urawa, Red Diamonds et Guangzhou Evergrande. Donc je pense qu'ils prennent un peu plus de bouteilles dans cette compétition. On va dire que eux et le Melbourne Victory qu'on parlera après, je pense qu'ils veulent vraiment la jouer. À titre de comparaison, Brisbane a très clairement fait une croix sur la Ligue des Champions et s'est vu éliminer dès les tours préliminaires, quoi. Mais sinon, Sydney FC, oui, ils sont très très forts en championnat. Ça fait 2 saisons qu'ils surnagent, qui survolent le championnat. Et moi, je les vois bien, pourquoi pas finir premier. De toute façon, il faut vraiment qu'ils aient on va dire une confrontation à leur hauteur, quoi. Ils ont besoin de plus et de cette compétition, ils vont devoir se montrer. Sydney, l'année dernière, Sydney ne s'est pas qualifié pour les huitièmes de finale. Non, c'était en 2000. J'ai toujours du mal avec l'AFC. Non, c'était en 2016. En 2016, donc. Ouais, que l'année dernière, les Australiens, aucun Australien n'était parvenu à se qualifier. Il faut préciser que la Champions League, elle est sur une année civile, donc 2018, alors que le championnat australien, il est comme en Europe, il est à cheval. C'est pour ça que Antoine a. C'est toujours. Enfin, ouais, faut réfléchir à 2 fois. Mais c'est vrai que. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un avantage pour les Australiens parce qu'ils sont déjà en train de jouer. Alors que les Japonais, les Chinois et les Coréens, le match d'Asia Champions League, c'est leur premier match de la saison. Donc ils vont arriver, ils vont tout de suite voir quel est leur niveau, quoi. Alors que les Australiens, eux, ils sont déjà dans leur saison, ils ont déjà les automatismes, etc. Donc il y a vraiment quelque chose à jouer là. Voilà, donc Japonais, Coréens sont à front contrairement donc à Sydney, voilà, on l'a dit, roule actuellement sur son championnat et est largement premier, même si ce n'est pas le premier qui est champion puisqu'il y a des playoffs. Mais c'est en tout cas le premier qualifié, au moins l'honneur d'être le premier de la phase régulière. Mais donc oui, en effet, les autres équipes, en ce qui concerne Chinois, Japonais et Coréens, on commence à froid cette compétition. Toi, Baptiste, tu nous as dit que Kashima Antlers, que tu les pensais bien parés, mais Suwon,
ton championnat favori, mais l'ennemi de ton club favori, le FC Séoul, le Suwon Blue Wings, qui a rejoint la vedette du FC Séoul, désolé de remuer le couteau dans la plaie, Damian Damjanovic, mais qui du coup a bien renforcé ce club coréen. Est-ce que tu penses que Suwon a les armes pour faire une meilleure performance que l'année dernière, qui n'avait pas été terrible du tout pour Suwon? L'année dernière, on leur en voulait pas, on les attendait pas non plus à sortir du groupe parce que Suwon s'était qualifié via la coupe. Ils venaient quand même de perdre un de leurs meilleurs joueurs, qui était Kwon Chang-gun, qui venait de partir pour Dijon. Et clairement, eux, leur objectif, c'était pas l'Asia Champions League l'année dernière, c'était vraiment de bien figurer en championnat parce qu'ils n'étaient pas passés loin de la relégation. Mais cette année, leur objectif est clair et net, c'est de bien figurer en Asia Champions League. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont recruté Damjanovic quand Jonathan est parti en Chine, d'ailleurs, le meilleur buteur du championnat. Donc, ouais, ils ont une équipe qui a pour objectif clair et net pourquoi pas d'aller gagner ce trophée. Tout le monde va en parler, de toute façon, à Suwon, même parce que on part déjà en Corée, on part déjà du fait que le championnat il est joué. Plus personne pourra aller déloger John Book, on en reparlera après. Donc l'un des trophées à aller chercher, ça sera l'Asia Champions League. Et pourquoi pas Suwon complètement se consacrer à ça. Mais après, il va falloir qu'ils mettent les moyens. C'est-à-dire que Antoine pourra aussi le dire et Sébastien aussi, c'est que les équipes, comme elles font un long déplacement entre Corée, Chine et Japon et Australie, généralement, quand c'est l'Australie, ils envoient une équipe bis. Et ça, si tu veux gagner ce trophée, il ne va pas falloir se rater d'entrée pour Suwon, il ne va pas falloir envoyer les coiffeurs dès le premier match qui est à Sydney. Il va falloir vraiment envoyer les meilleurs joueurs tout de suite pour prendre les maximums de points avant que la saison de K-League commence. Parce que là, quand la saison de K-League commencera, c'est sûr qu'il y a des matchs, ils ne vont pas s'embêter à faire les déplacements, ils vont envoyer des remplaçants comme ils faisaient l'année dernière. L'année dernière, Jonathan, il ne jouait pas tous les matchs. Alors que quand il jouait à Suwon, ça avait une autre gueule, l'équipe, déjà. Donc avoir le roulement de Suwon qui, selon toi, a cette Ligue des Champions d'Asie comme véritable objectif, d'autant plus que sa vedette, Damian Damjanovic, ne l'a jamais gagnée et aimerait vraiment la gagner, et ça peut être pour lui un très grand objectif. Donc autant Jonathan ne jouait peut-être pas les matchs l'an passé pour se préserver, peut-être que lui les jouera tous. Mais tu as parlé de Sébastien, et justement, moi j'ai envie que Sébastien évoque avec nous la quatrième équipe de ce groupe, le Shanghai chinois, qui n'est pas forcément le meilleur des deux Shanghai, le Shanghai SCPG qui est le grand rival, mais le Shanghai chinois, l'ancien club du fantôme, comme tu l'aimes l'appeler, Carlos Tevez, aurait gagné un petit peu en stabilité, justement en laissant partir Carlos Tevez et en gardant Obafemi Martins, Guarin, Giovanni Moreno et le quatrième, tu vas nous le rappeler. Est-ce que tu penses que Shanghai... Oscar Romero, tout à fait, d'Alaves, l'Argentin l'Argentin jumeau jumeau de son frère jumeau, oui, paraguayen, pardon, jumeau de son frère jumeau, qui joue au Corinthians, dont le prénom m'a échappé, mais qui s'appelle Romero aussi, du coup. Oh là là, que de porte ouverte. Est-ce que tu penses, Sébastien, que Shanghai chinois a une carte à jouer dans ce groupe? Au vu du groupe qu'ils ont retenu pour la Champions League, on va dire que clairement, s'ils passent le premier tour, ça sera pas mal. À mon avis, ils vont finir, ils passeront pas, car c'est pas une priorité apparemment pour eux, vu qu'ils n'ont sélectionné que 3 étrangers alors qu'ils auraient pu en avoir 4. Donc le 3+1, Kim Ki, à mon avis, il va quitter le club incessamment sous peu. À mon avis, ils sont clairement pas favoris parce que sur les statistiques, depuis 2009 en Champions League, ils ont rencontré 4 fois Kashima, ils ont perdu 2 fois, ils ont fait 2 nuls. Contre Suwon, ils ont jamais gagné. Et contre Sydney, c'est une défaite et un match nul. Donc s'ils finissent 3e, ça sera bien. Après, je les vois pas passer le prochain tour. D'accord, donc au final, ce sera, on peut dire que Shanghai chinois paraît le petit pousset, c'est vous dire, parce que c'est quand même un club avec des moyens et des assez gros joueurs, mais pour moi, ce groupe étant assez relevé, voilà, Shanghai chinois se retrouve un peu petit pousset de ce groupe. Enfin, après, il faut quand même préciser que c'est pas en fait, les Chinois, oui, ont beaucoup d'argent et peuvent acheter des joueurs étrangers, mais en Asia Champions League, quand tu rencontres un Coréen,
tu trembles un peu quand même, parce que la Corée, même s'il n'y a pas beaucoup de moyens, les compétitions de clubs, c'est eux qui dominent. Donc, on l'a bien vu d'ailleurs on l'a vu dans les doubles confrontations l'année dernière, non, il y a 2 ans, entre Coréens et Chinois, où c'était les gros clubs chinois avec des joueurs achetés à prix d'or et des clubs coréens. Donc, c'est où les John Book et c'était les deux Shanghai d'ailleurs, je crois. Alors, non, je sais plus, il y avait C'était Shandong. Shanghai. Shandong Ouais, Luneng. Shandong et Shanghai, ils se sont fait éclater. Et là, cette année, l'année dernière, Shanghai, avec Hulk et Oscar, ils se sont fait éclater par Urawa. Mais dans le jeu, même si les scores sont pas très très élevés, dans le jeu, Urawa les a dominés. Et Urawa n'est que 7e de G-League. Donc, c'est bien beau d'avoir des moyens, mais après, il faut que tout le monde puisse suivre. Et bien justement, à propos de moyens d'Oscar et de Hulk, et donc, puisque tu ne l'as pas cité, mais leur club, c'est le Shanghai SIPG, le rival de Shanghai chinois avec lequel on va terminer, ben on va passer au groupe du Shanghai SIPG, donc le groupe F, qui, à mon avis, est aussi un groupe assez costaud, peut-être un peu moins que le groupe H, mais un groupe quand même qui vaut la peine. Le groupe F de Shanghai SIPG, du Kawasaki Frontale, du Ulsan Hyundai et du Melbourne Victory. Commençons donc par les Chinois pour faire la transition correctement. Sébastien, le Shanghai SIPG, qui, si je ne me trompe pas, a fini dauphin du dernier championnat chinois, est plutôt en forme, est plutôt bien rodé. Alors justement, est-ce que cette fois-ci, ils auraient de quoi répondre à l'argument qu'a sorti Baptiste et avoir gagné de la bouteille en tant que groupe, avoir gagné en cohérence et pouvoir vraiment prétendre à faire une performance dans cette Ligue des Champions? Je pense franchement qu'ils s'ils finissent en dehors de la première place du groupe, ça serait déjà une contre-performance parce que Melbourne Victory, bon, historiquement, ils les ont rencontrés qu'une seule fois, donc ils ont fait un match nul, ils ont une victoire, une défaite. Après, je pense qu'ils sont au niveau du jeu, ça va être meilleur que Kawasaki et que Ulsan, notamment grâce à Akhmedov au milieu, l'Ouzbek qui est avec Oscar. Quand ils sont tous les deux, c'est quand même une bonne doublette. Et ils vont surtout se positionner sur Hulk, qui depuis le début de la pré-saison, il flambe, il marque 1 ou 2 buts à chaque match. Mais ouais, on va voir. Je pense que SIPG va finir premier du groupe. S'ils finissent deuxième, ça serait vraiment pas bon. Après, franchement, c'est vraiment ouvert dans la zone Est. Donc ça dépendra du deuxième tour pour SIPG. Je les vois franchement pas se faire éliminer en phase de groupe. Alors si Shanghai SIPG passe et confirme les attentes lors de cette phase de groupe, ça veut dire qu'a priori, un des deux autres gros, Kawasaki Frontale et Ulsan, puisque Melbourne Victory a, je pense, une carte à jouer, n'est pas non plus là pour faire l'homme de paille, mais est un petit peu en retrait, je pense, par rapport aux Coréens, aux Japonais. Baptiste, est-ce que tu penses que Kawasaki ou Ulsan laisseront leur place à Shanghai? Je pense bien évidemment que non, mais s'il y en a un qui devait sauter, lequel sauterait? Bon, alors déjà, moi, je suis pas aussi catégorique que Sébastien. Je pense que Shanghai, le principal rival de Shanghai, ça sera le Kawasaki Frontale, donc le Frontale, pardon, qui est champion du Japon et qui normalement aurait dû être en finale de l'Est l'année dernière. Enfin, si vous voyez les matchs face à Urawa, la double confrontation, c'est impossible de comprendre comment Urawa peut s'en sortir. Le Frontale a complètement, enfin, il y a toutes les occasions qu'ils ont, tu te dis, mais voilà, comment vous avez fait pour faire éliminer? Enfin bref, cette année, ils vont revenir. Ça va être pareil. Ils ont gardé la même équipe, ils sont même renforcés avec l'arrivée d'Okubo qui est parti 1 an à Tokyo, pas pourquoi, et puis finalement qui est revenu. Donc ça fera un très bon backup. Donc là, je pense que cette année, le Shanghai SIPG va avoir une confrontation un peu plus relevée que l'année dernière en phase de groupe déjà. Même si l'année dernière, ils étaient avec Urawa, mais ils avaient surtout profité d'un FC Seoul complètement à la rue et qui d'ailleurs n'est même pas là cette année. Mais Kawasaki Frontale et Shanghai, ça va être dur pour la première place. Je suis pas Donc toi, aussi... tu vois quand même Kawasaki Frontale faire une forte opposition à Ah ouais. Shanghai, mais alors du coup, quid d'Ulsan? Ah mais complètement, Ulsan si tu veux, c'est l'équipe sur laquelle j'arrête pas de taper en K-League, et au bout d'un moment on commence à en avoir marre, il y a pas de jeu, il y a rien. En attaque, c'est de la voilà. Après cette année, ils se sont énormément renforcés.
Ils ont fait un gros recrutement. Ils ont été chercher Wang Il-soo qui était parti se perdre en Chine. Ils ont fait venir Junior. Moi, je l'appelle Junior, mais il a un nom complet brésilien que j'arrive pas à retenir. Mais moi, je l'appelle Junior, qui était à Daegu l'année dernière et qui a fait une énorme deuxième partie de saison parce qu'il était blessé toute la première. Ils ont fait revenir Park Joo de Dortmund. Donc, on peut se dire, ok, vous avez quand même renforcé, vous allez peut-être jouer un peu plus offensivement, ça va être un peu plus beau, mais bon, ça fait 2 ans que je dis ça et 2 ans qu'ils font n'importe quoi et ils ont une des pires attaques de K-League, mais ils finissent 4e, ils remportent la coupe. Enfin, franchement, Ulsan, chaque année, c'est décevant. C'est un enfer à regarder. Moi, franchement, j'ai vraiment envie qu'ils se cassent la gueule, même qu'ils finissent 4e, parce qu'il faut changer, il faut tout changer dans ce club, faut faire quelque chose. Donc Et moi, je miserais sur Kawasaki et sur Shanghai. Après, un ou deux, je sais pas, je pense que ça va être très compliqué, mais moi, Ulsan, je les mets même pas dans la course. Après, ils peuvent me donner tort et faire des gros matchs, mais j'ai même pas envie d'y croire, tu vois. Même pas, je me dis, D'accord. je vais y croire, je sens que je vais être déçu, comme chaque année. Et du coup, pour terminer, si Ulsan doit terminer 4e, ça voudrait dire que Melbourne finit 3e ou plus. Melbourne Victory et non le Melbourne City qui fait partie du groupe international mondial de Manchester City, New York City et compagnie. Non, là c'est bien le Melbourne Victory qui a un maillot qui ressemble à s'y méprendre à celui des Girondins de Bordeaux, cher à notre rédacteur en chef de Lucarne Opposé, Nicolas Cougo. C'est fait exprès, hein. C'est fait exprès. Bah tiens, pourquoi c'est fait exprès, Antoine, ce maillot du Melbourne? Eh ben, c'est Nicolas lui-même qui me l'a appris. En fait, le fondateur du club était fan des Girondins de Bordeaux. Donc, en fait, le scapulaire pour les Girondins et le scapulaire ressemble aussi au V, qui est la région du Victoria, où joue Melbourne. Ceci explique C'est cela, l'État. donc, ma Voilà. foi. Pas mal de gens qui mentionnent ça sur Twitter. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup, mais le Girondin, bah oui, c'est pas Pas qu'une un hasard. ressemblance, c'était voilà. Mais après, Pas un hasard. pourquoi ce fondateur était supporter des Girondins de Bordeaux, ça c'est autre chose. Et du coup, Melbourne, tu vas nous dire, voilà, Melbourne est un bon club d'Australie, qui est actuellement en train de faire un championnat assez honorable. Ils sont 3e, il me semble, 3e ou 4e, bien Non, parti pour non, se qualifier ça pour. c'est Melbourne City qui est 3e. Donc ils sont 4e, non, ils ils se sont talonnent en tout cas. Ah, ouais, alors ça ça veut dire que il y a quelqu'un qui leur est passé devant, parce que le week-end dernier, ils étaient 4e. Ah, je Là, suis ils sont sûr et 5e. certain. Ah bon. Oui, mais ça Bon, en se tout joue. cas, ils sont bien partis pour se qualifier. Ils sont bien partis pour se qualifier pour les playoffs. Parce qu'il me semble que 3, 4, 5, en tout cas, ça se talonne, mais c'est quand même loin devant au niveau des qualifications. Donc voilà, tout ça pour dire, Melbourne n'est pas une mauvaise équipe australienne, mais ça peut sembler un peu short pour tirer la bourre à ces trois gros coréens, japonais et chinois. Qu'est-ce que tu en penses? Bah c'est un peu ça, ça va vraiment être limiter la casse, mais il faut savoir que Melbourne, ils sont un petit peu, ils sont lâchés au championnat. D'une part parce que le titre de la saison régulière est déjà donné à Sydney FC. Après, ils sont toujours dans la zone des playoffs. Mais pour un club de l'envergure de Melbourne Victory, il faut beaucoup plus que ça. Et le championnat, c'est un peu comme en Angleterre, le championnat domine sur la Ligue des Champions. Il y a très très peu d'intérêt pour la Ligue des Champions en Australie. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour le football. Alors si en plus il faut suivre les autres compétitions, dont cette compétition continentale, c'est vraiment pas ça. Je pense que Melbourne Victory va jouer la carte du fait qu'ils sont déjà en jambes. Je crois que le prochain match c'est le 13 février contre Ulsan. C'est à la maison, donc pourquoi pas prendre 3 points. C'est pas impossible. Après, est-ce qu'ils vont jouer, est-ce qu'ils vont pas le jouer? Je sais, ils ont un match très très important ce week-end contre Brisbane. Je sais pas, ça va vraiment être soit ça passe, soit ça casse. Pourquoi pas passer à côté d'une surprise, parce que Melbourne, ils ont quand même une petite expérience, ils ont des joueurs des cadres comme Bessard Berisha, mais après ils ont aussi vendu Mark Milligan, donc pour $1 million. Ils les ont vendus à Al Ahly, c'est un des meilleurs joueurs. Donc voilà, ça montre que Melbourne n'a pas forcément les ambitions de jouer la compétition. Ils vont la jouer parce qu'ils sont qualifiés. Après, bon, ça ira pas plus loin. Déjà, le club fait très très peu de communication là-dessus. Eux, au moins, ils ont quand même mis sur leur site internet qu'ils avaient match de Ligue des Champions. Mais par exemple, Sydney FC est beaucoup plus préparé en termes de mental, envie des joueurs. Dans sa communication, ils veulent vraiment montrer que Sydney veut devenir, comme dirait l'entraîneur Graham Arnold, le Manchester United
de l'Australie en comparaison avec le club anglais. Et si pour devenir un club d'une référence comme Manchester United, il faut passer par des titres continentales. Et Sydney a d'autant plus envie de le gagner puisque l'autre club de Sydney, le Wanderers, l'a gagné. Mais sinon, pour revenir à Melbourne, oui, ça va. Ça peut passer dans 5 jours parce qu'eux, ils sont en jambes. Et puis Ulsan, je pense que c'est la seule équipe qui peut être battue par Melbourne. Mais voilà, on va Mais laisser. les 6 matchs, ça risque d'être compliqué, quoi. Arriver à être compétitif sur le long terme avec ces trois grosses équipes, ça risque d'être compliqué. Ce serait un tour de je pense circonstance. qu'on va plus profiter de voir Oscar et Hulk jouer sur les terrains australiens. Mais voilà, après, non. Melbourne va jouer, mais il n'y a pas de. On va dire que, ouais, voilà, troisième place. Si c'est la troisième place, ce sera très très bon. Ils misent sur le championnat, à différence de Sydney qui a déjà bouclé son championnat et qui va vraiment tout devoir jouer. J'aurais une question pour Antoine. Est-ce que le Melbourne Victory aura besoin de sparadrap pour ses maillots? Non, je pense qu'ils ont bien pris note de ce truc catastrophique qui s'est passé en tour préliminaire avec Brisbane. Ah d'accord, donc, ils n'ont pas annoncé quand même que ça serait le best football in Asia aussi, parce que les autres ont manqué d'humilité, puis se sont fait latter par Mais par les ce qui est marrant, c'est que dans la communication des joueurs, donc que ce soit John Aloisi pour Brisbane, qui s'est fait éliminer par l'équipe de Ceres Negros. Donc la communication était très, on va dire, très diplomatique. C'est une grosse équipe, ils ont une façon de jouer compliquée, donc ils se sont ramassés 3-2. Bon, après Brisbane, on peut les excuser parce qu'ils ont beaucoup de blessés, mais ce qui a fait le tour du monde, c'est surtout ce flocage raté des maillots qui tombent, et rafistoler un numéro 7 pour devenir un 22, c'est quand même incroyable. On a l'impression d'être dans un championnat. Mais après, voilà, c'est pas on va dire que c'est pas qu'un problème de flocage à Brisbane, c'est un problème beaucoup plus profond. On pourra revenir, mais ça va être beaucoup trop long à développer ici. Mais non, Melbourne et Sydney vont vraiment avoir des flocages qui tiennent. Donc très bien. On va enchaîner du coup avec le groupe E de Jeonbuk, de Baptiste, du championnat de la K-League de Baptiste. Toi, Baptiste, tu nous l'as dit un peu plus avant, et tu vas pouvoir développer. Selon toi, Jeonbuk écrase la concurrence à l'échelle nationale et peut être un sacré prétendant à l'échelle continentale. Clairement oui, là moi franchement cette année, si j'ai deux favoris à mettre, c'est Jeonbuk et Guangzhou. Pour moi c'est les deux favoris dans la compète à l'Est. Après à l'Ouest il y en a d'autres, mais pour moi ils gagneront pas. Donc Jeonbuk, de toute façon eux c'est vraiment une grosse machine en Asie. Là l'année dernière ils étaient pas là, ils l'ont un peu mal vécu, et cette année ils ont clairement recruté pour gagner à la fois la K-League et l'Asian Champions League. Je te coupe 2 secondes parce que j'ai pas annoncé le groupe, donc voilà, on a fait clencher sur le groupe E donc de Jeonbuk. Groupe E, donc Jeonbuk qui jouera contre les Hongkongais de Kichi, les Chinois du Tianjin Qianjiang et les Japonais du Kashiwa Reysol. Je t'en prie, continue sur Jeonbuk. Donc je disais qu'ils avaient fait un recrutement pour gagner donc les deux championnats, les deux trophées majeurs qu'ils ont sur la saison. Ils ont quand même fait revenir Adriano, qui n'est pas une personne inconnue si vous suivez l'Asian Champions League, qui avait fini meilleur buteur en 2016. Ils ont fait revenir Thiago, qui il est un peu moins connu, mais en Corée, il est connu pour avoir porté à lui tout seul Songnam pendant une moitié de saison, et une fois qu'il est parti, Songnam s'est complètement cassé la figure et est descendu en deuxième division. En défense, ils ont fait revenir un ancien qui jouait à Augsbourg, qui jouait à Jiangsu, donc Hong Jong-ho. Donc voilà, ils ont vraiment blindé les postes où ils avaient des petites failles l'année dernière en championnat, et puis il y a personne qui est parti. Voilà. Donc on retrouvera les mêmes, Lee Jae-sung, Kim Shin-wook, Lee Dong-kook aussi, qui sera toujours là pour aller mettre son petit but en fin de match, parce que même à 38 ans, il a toujours les capacités. Voilà, Jeonbuk, eux, ils veulent aller chercher le doublé, complètement le doublé, et ils ont fait l'équipe pour, et je pense que là, ce groupe, ils vont finir premier. Enfin, je vois pas qui va pouvoir leur passer devant. Après, ça peut évoluer, ils peuvent très bien se casser la figure aussi, et les transferts ne fonctionnent pas, mais là sur le papier, pour moi, ils finissent premier du groupe sans une seule défaite. Donc du lourd pour Jeonbuk qui aura pour opposition notamment, tu demandes qui pourra s'opposer à eux, j'ai envie de dire Sébastien, peut-être Tianjin Qianjiang, qu'en penses-tu? Je pense que Tianjin, ça va être assez compliqué car ils ont changé d'entraîneur, ils ont changé un petit peu le style de jeu. Ça s'appuie beaucoup
beaucoup sur Witsel et ça va beaucoup s'appuyer sur les étrangers. Là, ils sont plutôt en train de préparer la saison prochaine plutôt avec des recrues pour les joueurs U23 avec des joueurs de 21 ans, 22 ans. Je pense qu'ils vont se battre plutôt pour la deuxième place. Jean Bouc va faire le rouleau compresseur comme a dit Baptiste. Je vois bien Tianjin finir deuxième. S'ils finissent deuxième, ça sera très bien. Après, ça va être, je pense que le combat va être avec Kashiwa en fait. Tianjin, ça serait plutôt, au vu du match qu'ils ont fait contre Ceres Negros avec tout l'avantage qu'ils avaient sur le papier, la météo où il faisait -5, les joueurs philippins qui sont arrivés seulement 8 heures avant le match. Gagné sur un doublé d'un ancien pensionnaire de Ligue 1 bien connu du Bordeaux, cher à notre cher rédacteur en chef de Lucarne Opposé, Nicolas Cougo, Anthony Modeste. Ouais, voilà, gagner 2-0 avec tous ces avantages face à une équipe des Philippines qui n'a pas démérité, c'est un peu light. Je pense que les groupes de la Champions League qui débutent en février et qui se jouent quasiment sur février-mars et à peine avril, ça va être un peu compliqué pour eux. Une deuxième place donc qui devrait se jouer selon toi entre le Tianjin Quanjiang et le Kashiwa Reysol, club japonais. Tu penses que Baptiste, le Kashiwa Reysol a les armes pour lutter contre les Chinois? Je sais pas, parce que ça fait quand même, je crois que ça faisait depuis 2015 qu'on les avait pas vus en Asia Champions League. Là, cette année, ils reviennent après avoir fait vraiment une belle saison 2017, mais est-ce que les joueurs auront l'expérience? Ça va être toute la question. Je sais qu'il va falloir pour eux réussir à contenir certains attaquants adverses et ils ont une charnière centrale. C'est très jeune, ils ont 22, 23 ans ou 22, 21 ans. Ces deux-là, même s'ils sont très prometteurs, je ne pense pas qu'ils aient pour le moment l'expérience pour faire face à des joueurs comme il y a à Tianjin et à John Book. Mais après, c'est un club japonais, donc ça va forcément proposer du jeu. Il y a des forces en présence qui ne sont pas ridicules, comme Cristiano en attaque, Ramon Lopez, Kim Bo-kyung qui a gagné avec John Book en 2016. Donc, ils ont des forces, mais voilà, je ne sais pas trop où les situer parce que voilà, Kashiwa, en plus, on ne va pas vraiment les attendre. Si tu veux, ça va être un peu comme les Ulsan, même s'ils vont être beaucoup plus agréables à voir jouer, on ne va pas forcément les attendre. Je pense qu'il y aura plus d'attentes sur le club chinois que sur eux. Eux, ils vont vraiment être là pour essayer de s'en sortir. S'ils ne s'en sortent pas, ça ne sera pas vraiment quelque chose qu'on... Sans pression, donc. Voilà. Clairement, eux, ils vont être sans pression. Voilà, sans pression, donc, pour le Kashiwa Reysol. D'autant plus que je ne sais pas si vous allez pouvoir m'en dire un mot, parce que là, pour le coup, c'est un championnat sur lequel... Attention, je l'annonce juste. Le petit poussé de ce groupe, c'est le champion de Hong Kong, le petit Kichi, sur lequel Antoine a quelque chose à dire. Non, mais tout le monde parle de Jeonbuk, Tianjin et Kashima, mais tout le monde attend de voir Diego Forlán avec Kichi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Forlán. C'est son nouveau club. Alors, il faut dire qu'il a failli signer à Adelaide United, mais je pense qu'il devait être payé un peu mieux là-bas à Hong Kong. Mais ouais, moi, ce que j'attends de ce groupe c'est de voir qu'est-ce que Forlán va nous faire, parce que, pourquoi pas, la petite surprise, quoi. Moi, je ne comprends pas du tout. En plus, il a planté un beau coup franc. Il y a 2 semaines, je crois, en championnat, un coup franc de 30 mètres direct lucarne. Là, c'était assez joli pour un début. D'autant plus que ça manque de compétitivité à l'instant. Faut pas... Non, mais c'est juste, voilà, c'est l'histoire de dire, mais ça va être une attraction, hein. Je pense que les gens vont regarder. Revenir sur... Diego Forlán, la dernière, quand il est venu en Asie, c'était au Cerezo, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Hein. On a vu un mec arriver, on a fait OK, d'accord, tu peux retourner chez toi. Il était venu en vacances. C'était un maillot rose aussi. Bon, on dérive, messieurs. Juste pour Kichi, une petite anecdote. Termine Sébastien sur Kichi. Dans 29 joueurs dans l'effectif, il y a 19 joueurs étrangers. Ça fait... ils sont hors quota, je pense. Écoute, Hong Kong a toujours été une place internationale, une place où se mêle une place économique où se mêle énormément de nationalités pour le business. Et voilà, du coup, le Kichi, on est un beau portrait. Donc le Kichi, vous l'avez compris, malgré la présence de l'ancienne vedette uruguayenne, chère non pas à notre cher rédacteur en chef de Lucarne Opposé, Nicolas Cougo, mais au spécialiste uruguayen, Jérôme
le signe. Et malgré la présence de Diego Forlán, ça va être compliqué pour le petit Kichi. Et du coup, on va passer au groupe G, au dernier groupe de cette zone Est, où pourquoi pas commencer avec le pendant du Kichi, l'autre petit pousset de la zone Est, petit pousset du groupe G cette fois-ci, les Thaïlandais du Buriram United. Encore une fois, je le dis souvent, pardon pour les prononciations, mais Buriram United, qui donc dans le groupe du Guangzhou Evergrande, du Cerezo Osaka et du Jeju United, est-ce que le Buriram a quelque chose à jouer? La Ligue des La Champions. 4e place, ouais. Ne Non, pas mais être ridicule, c'est ça? non, mais ils seront pas ridicules parce qu'ils l'ont jamais été ils l'ont jamais été, peut-être qu'ils l'ont été dans le passé, mais sur les dernières années, même s'ils perdaient, surtout en 2016, même s'ils perdaient ils ont perdu tous leurs matchs, ils ont été loin d'être ridicules. Et en Thaïlande, le foot commence un peu à progresser. Donc, ouais, ils pourront, on va dire que sur les déplacements, quand les équipes viendront chez eux, ils pourront peut-être les accrocher, mais ça va être dur parce qu'en face, c'est quand même 3 équipes qui sont assez fortes, mais qui sont vraiment clairement au-dessus de. La Thaïlande ça- progresse, ça- d'autant plus que Ouais, l'année ouais, dernière, c'est- le Muangthong United était arrivé en 8e de finale. C'est quand même C'est pas ça. rien. ouais, Et c'est ça, donc mais voilà, c'est- tu l'as dit, en face, il y a quand même trois grosses équipes avec le Guangzhou Evergrande, je sais jamais trop comment le prononcer, Cerezo Osaka et Jeju United. Commençons par ce qui peut paraître le plus gros club de ces 4 équipes, le chinois Guangzhou Evergrande, qui est un monstre maintenant à l'échelle continentale. Qu'en penses-tu, Sébastien? Alors pour revenir avec Buriram, donc Guangzhou va les retrouver. Et pour remettre les choses dans leur contexte, en 2012, ils ont affronté Buriram à domicile. Et Buriram s'était imposé 2-1 en Chine, donc rien n'est impossible. Après, Guangzhou Evergrande a souffert l'année dernière du départ de Paulinho qui les a affectés au milieu de terrain. Du coup, ils sont crachés contre le Shanghai SIPG en quart de finale. Après, cette saison, ils ont recruté le milieu de terrain serbe, c'est Nemanja Gudelj de Tianjin Teda qui va le remplacer. Après, Guangzhou, ça reste essentiellement les mêmes équipes une année sur l'autre, à part des rajouts de joueurs à fort potentiel. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils finissent pas en premier du groupe. Surtout, peut-être la seule équipe qui pourrait les embêter, c'est Cerezo, mais encore, Jeju, je suis pas assez. Au vu de la saison dernière, comment ils se sont fait malmener en Champions League, je pourrais pas me prononcer, mais Evergrande, à mon avis, n'a aucun problème pour passer le groupe là. Et donc question sur Guangzhou, donc Felipe Scolari qui était le coach est parti, a laissé sa place à Fabio Cannavaro, l'ancien capitaine de la Squadra Azzurra. Et Fabio Cannavaro qui n'en est pas à son coup d'essai en Chine, puisque l'année dernière il avait fait une saison tout à fait honorable avec, tu vas me le rappeler, avec Tianjin Quanjian Quanjian. il les a même qualifiés pour la Champions League. Voilà. Est-ce que tu penses que Fabio Cannavaro a bien pris Guangzhou en main, tout se passe bien? C'est-à-dire que même avant ça, il avait déjà été en Champions League il y a 3 ans, je crois. Et en fait, ça lui avait coûté sa tête en tant que coach pour Evergrande. Donc, mais je pense que au vu de la pré-saison, ça devrait le faire. Après, ça va dépendre aussi si Ricardo Goulart reste, s'il part au Brésil, s'il est remplacé par Steve Trawali qui est à Yen. Donc, mais je pense que Guangzhou Evergrande avec Cannavaro, ça devrait le faire. Donc selon toi, Guangzhou n'aurait pas de problème à terminer premier avec peut-être une difficulté. La seule difficulté serait le Cerezo Osaka, le japonais Cerezo Osaka. Est-ce que tu penses, Baptiste, que le Cerezo Osaka a les armes pour défier les Chinois? Ouais, ils ont les armes. Clairement, ils les ont. Très grosse surprise, enfin, à moitié demi-surprise l'an dernier en G-League, parce que c'est un club qui a beaucoup de moyens, qui est revenu en G-League, qui a quand même fini 3e, qui a gagné la coupe en plus. Cette année, ils se sont encore renforcés. Je pense que si tout se goupille bien pour eux, ils vont se qualifier. Et après, ça sera soit au dépend de Guangzhou, soit au dépend de Jeju. Parce que Guangzhou, moi, franchement, à chaque fois, je les mets dans les favoris. Pour moi, c'est le seul club chinois qui a les armes pour aller battre un Japonais ou un Coréen pour le titre. Mais j'ai aussi en tête l'année 2016 où ils
ils ont même pas réussi à sortir du groupe, alors que c'était le favori annoncé. Et je me dis, est-ce que cette année, ils vont pas refaire la même chose, sachant qu'ils ont changé de coach et qu'ils peuvent perdre Goulart qui est un des joueurs les plus importants. S'ils perdent Goulart et en plus un changement de coach, est-ce qu'il va pas avoir une période de flottement où ils vont pouvoir être prenables? Voilà, tu vois, c'est pour ça que Guangzhou, j'ai quand même une petite réserve, même si pour moi, il reste très, très dangereux. Après, le Cerezo, ouais, ils ont les armes. Ils ont des gros joueurs qui sont connus en Asie. Ils ont Yang Donghyun qui vient de Pohang. Ils ont Kakitani. Ils ont Sugimoto en attaque. Ils ont aussi un qui a joué à Séville, un Kiyotake, qui va peut-être cette année pouvoir complètement jouer toute la saison. Voilà, ils ont vraiment des bons joueurs. Et il restera Jeju. Donc C'est ce que j'allais dire, et le Jeju, donc, qui, voilà, que Sébastien n'a pas trop su décrire, mais selon toi, quelles sont les chances du Jeju? Il dit que l'année dernière, ils ont été malmenés. J'ai envie de dire oui, mais il y a des explications. C'est que Jeju, ils ont passé leur temps à faire les montagnes russes, et quand ils sont sortis des groupes, et ben en fait, à la fin de la phase de groupe et pendant le match face à Urawa, ils étaient en perdition totale dans leur jeu et en K-League. Donc, c'était absolument pas la bonne période pour eux. Ils se sont fait sortir. En plus, ils ont super mal joué. C'est parti en bagarre. Enfin, c'était n'importe quoi. Et ensuite, après, ils ont mis un peu de temps à remonter la pente. Et enfin, quand ils sont remontés, ils ont montré qu'ils étaient une grosse équipe. Cette année, ils ont perdu encore des joueurs. Ils les ont remplacés par d'autres qui sont des étrangers, donc on ne connaît pas. Donc, on va vraiment voir ce qu'ils valent. Et ça va être tout de suite, d'emblée. Les mecs vont pas devoir se rater. Ça va être une grosse énigme. En plus, c'est tout de suite face au Cerezo, donc ça risque d'être compliqué. Pour le premier match, ils ont en plus pas Lee Chang-min qui s'est blessé là, pendant le stage avec la sélection nationale, donc il est absent pour le premier match. Donc ça fait déjà une de leurs armes offensives en moins et le régulateur du milieu de terrain. Donc ça, c'est une énigme. Franchement, Jeju, c'est une énigme. Mais si la mayonnaise prend et que en plus défensivement, bon, ils sont un peu renforcés, mais si en attaque, les arrivées, les recrues arrivent bien à se mettre au diapason du jeu de Jeju, ça peut faire très mal. Et s'ils arrivent à rester réguliers, ils peuvent sortir du groupe. Mais alors là, par contre, il va vraiment falloir être régulier du début à la fin et pas nous faire une saison comme l'an dernier, là, où ils pouvaient aller chercher le titre parce qu'ils ont battu John Book 2 fois, mais à faire les montagnes russes, ils ne s'en sont pas sortis. Il faut qu'ils gagnent en régularité, que les recrues s'intègrent bien et ça pourra faire quelque chose. Parce que Jeju, c'est sans doute, si on met John Book de côté, l'un des jeux les plus attractifs de K-League. Ce sera toujours vers l'attaque, essayer de sortir en une touche, jamais balancer par devant. Même limite, c'est attendre l'adversaire pour aller en contre, profiter de la vitesse et ça va très, 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 très vite. Donc, ça peut être très dangereux, mais là, par contre, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte et ça va être, pour moi, ça va être avec Guangzhou. Tu vois, moi, ces réseaux, je les vois bien au-dessus parce qu'ils ont tout construit l'année dernière et cette année, ça va être l'éclosion vraiment totale. Et Guangzhou, j'ai juste mitigé sur le changement de coach et après, Jeju devrait soit en profiter si Guangzhou est en retrait, sinon ça va être compliqué pour eux. D'accord, donc le Guangzhou largement favori de son groupe avec tout de même quelques incertitudes et deux outsiders qui peuvent jouer leur va-tout. Voilà pour cette zone est de la Ligue des Champions d'Asie et Ligue des Champions d'Asie qui débutera ce samedi, je raconte n'importe quoi, ce lundi 12 février, lundi au Brésil, mais alors du coup il y a des heures d'écart, donc est-ce qu'il sera déjà mardi? Je ne sais pas, je suis perdu. En tout cas, ce sera le 12 février que commenceront les hostilités. Et d'ailleurs, le 13, le lendemain, il y a déjà un Kawasaki frontal Shanghai Asai Peiji, très alléchant, ma foi, qui sera à 8h du matin au Brésil, donc plus 3, pardon, donc 11h en France. Voilà, je suis désolé, je suis obligé de faire certains calculs. Et avant de vous quitter quand même, je sais qu'on ne le fait pas, mais un petit mot sur cette zone ouest, au moins pour évoquer les groupes, parce qu'il y a quand même un groupe que l'on sait assez costaud, c'est ce groupe D, avec le vice-champion 2017, le saoudien Al Hilal, avec le gros club, un des deux gros clubs iraniens, le Esteghlal, un gros club qatari, le Al Rayyan, et un gros club émirati, le Al Ain.
Voilà, groupe D très très relevé. On remarque aussi le groupe C avec le finaliste 2017 de la zone ouest, l'Iranien Persepolis, qui avait fait une bonne compétition, qui jouera donc contre les Qataris du Al-Sadd, les Émiratis du Al-Wasl et les Ouzbeks du Nasaf Karchi. Et puis pour terminer, pour tous les dire, ma foi, le groupe B sera composé de Al-Douail, qui est en fait le Lerouya de l'année dernière, mais qui a changé, qui semblerait-il a changé de nom. Le Al-Wada des Émirats Arabes Unis, le Lokomotiv Tashkent. Si vous êtes bon en géo, Lokomotiv Tashkent, c'est quel pays? Ouzbékistan. Tout à fait, bien joué. Sébastien l'a eu en premier. Et l'Iranien du Zob Ahan, un club iranien qui s'appelle Zob. Et enfin le groupe A des Émiratis d'Al Jazeera, des Saoudiens d'Al Ahly, ça aussi c'est un beau nom de club, le Tractor Sazi, et les Qataris du Al Kharafa. On essayera toujours de développer nos domaines d'expertise, nos compétences, donc on essaiera d'en savoir un peu plus sur ces clubs-là, mais il se trouve qu'aujourd'hui, voilà, pour ne pas vous dire de bêtises, on ne va pas s'étendre sur cette partie-là de la Ligue des Champions, tout simplement parce qu'on la connaît assez mal. Eh bien, messieurs, je vous remercie. C'était, ma foi, très clair, très détaillé, très précis. C'était parfait. Merci beaucoup. Merci Antoine. Eh ben merci. Et puis on se revoit pour les résumés et j'espère qu'on sera pas une nouvelle fois la risée de ce continent. Il n'y a pas de raison. J'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir au moins en Sydney. J'ai foi en le Sydney de Graham Arnold aussi. Merci Sébastien. De rien, c'était un plaisir et puis on se voit bientôt pour débriefer un petit peu la première journée. Et merci Baptiste. Eh bien, merci à toi. Ça a le mérite d'être concis, comme comme nos analyses. C'est parfait. Et ben merci à vous les gars, merci à vous trois, et bien je vous dis à la prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 4e émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'AFC Corner. Salut les amis!